Alors autant hier et avant-hier, on a évoqué des déplacements, de la nouveauté par rapport aux axes, aux thèmes. Là, on est vraiment dans le sillon historique du GIS Participation, puisque l'objet de cet axe, c'est de discuter une question désormais extrêmement classique, celle des rapports entre les institutions, l'introduction d'expérimentation démocratique et leurs effets en termes de pouvoir citoyen. L'enjeu est bien ici de comprendre cette relation que l'on sait en tension entre des formes d'institutionnalisation d'innovation démocratique, de dispositifs participatifs, ou au contraire de pratiques participatives du quotidien, et d'interroger leurs effets en termes de politisation, d'interroger leurs effets en termes de modification, transformation de la division du travail politique, leurs effets en termes de reconstruction des imaginaires démocratiques, donc des effets potentiellement positifs au sens où ils contribueraient à transformer, à renouveler la démocratie, mais aussi, on le sait, des effets qui peuvent porter plutôt sur des formes de récupération, d'instrumentalisation, d'appauvrissement du débat, de dépolitisation, autant de thématiques qui ont pu être évoquées déjà au cours des 2 premiers jours. Donc, finalement, pour continuer à poursuivre la réflexion sur cette tension entre institutionnalisation et autonomie du pouvoir citoyen, en fait, on a proposé une table ronde et avec 4 invités que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer. Alors, ainsi que je le disais tout à l'heure, pour l'interdisciplinarité, on ne va pas être très bon, puisqu'en fait, on accueille 4 professeurs de sciences politiques. J'en conviens, c'est de ma faute. Mais on a ici 4 intervenants qui, à la fois incarnent 4 traditions différentes de la science politique dans le contexte international, mais aussi des approches assez différentes de cette question des rapports entre institutions et pouvoir citoyen. Donc, dans l'ordre dans lequel ils sont assis, donc Loïc Blondiot, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, professeur à Paris 1, qui a été l'un des fondateurs de ce GIS Participation, Daniel Kübler, qui est professeur à l'université de Zurich, que peut-être certains connaissent moins, qui est pourtant un des spécialistes des questions de gouvernance urbaine, gouvernance multiniveau et de transformation démocratique en fait, dans ces configurations-là. Françoise Montambeau, qui est professeure de sciences politiques à Montréal, titulaire de la chaire Citoyenneté et Participation, qui a beaucoup travaillé plutôt sur les formes d'institutionnalisation de pratiques participatives du quotidien, et donc un peu à l'opposé de ce que j'évoquais précédemment. Et enfin, Mine Rechamp, qui est lui aussi professeur de sciences politiques à l'université de Liège. Non, j'ai dit une bêtise. Pardon. Louvain, pardon. C'est ça, c'est parce que c'est encore. J'étais sûre en le disant que c'était une bêtise. Donc, l'université de Louvain. Donc, voilà, le panel qu'on vous propose. Et on va fonctionner de la façon suivante. Je vais leur proposer un certain nombre de questions pour avoir des premiers tours de parole. Et puis, volontairement, on essaiera qu'il reste du temps pour que vous puissiez, là encore, avoir un certain nombre de questions de la salle, qu'il puisse y avoir un échange avec la salle, tout en essayant de tenir l'horaire afin de ne pas empiéter exagérément sur la session suivante. Alors, la ligne, en tout cas le thème que j'avais proposé pour cette table ronde, c'est l'institutionnalisation de la participation citoyenne, la promesse ou le piège. Alors peut-être que certains avaient reconnu, c'était une dédicace à un vieil article de Loïc, un article qui doit dater de 2001, si je ne dis pas de bêtises, et qui portait sur ses premiers travaux sur la démocratie locale, et où il s'interrogeait si finalement ces premières expériences de démocratie locale, il fallait finalement espérer ou en désespérer. Je le dis comme ça. Et donc la proposition que je lui fais, c'est peut-être de revenir d'abord sur qu'est-ce qu'il avait en tête et qu'est-ce qu'il envisage dans cette tension entre promesse et le piège de ces dispositifs participatifs.
Merci Alice, merci pour cette invitation. Je me réjouis effectivement de manière très générale de cette possibilité que l'on a de se retrouver dans le cadre du GIS. Et voilà, c'est un motif de plaisir, de fierté. Bon. Et que tu cites en plus un vieil article de la revue Mouvement, hein, La démocratie participative, la promesse ou le piège, et donc je vais reprendre la trame d'un certain point de vue dans cette mini-introduction. Alors, c'est une vraie gageure, parce que je pense qu'on ne peut pas faire comme si on était tous d'accord sur le sens du mot institutionnalisation. Je pense qu'il y a vraiment à réfléchir à ce que c'est, à quoi on renvoie. C'est vraiment une sorte de notion qui faussement simple, faussement évidente. Il y a deux manières de l'envisager au moins. La première manière, c'est la manière traditionnelle à la Durkheim, une définition sociologique large de l'institutionnalisation, qui renvoie à la fameuse définition de Durkheim. On peut appeler institution toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité. La sociologie peut alors être définie comme la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement. Et à ce moment-là, on a une définition très large de l'institutionnalisation de la démocratie participative. Si je reprends par exemple la définition de mon ami Julien Fretel, collègue et ami, qui nous dit « L'institutionnalisation, c'est un mécanisme au cours duquel ce qui n'était pas encore perçu comme existant par des agents sociaux prend peu à peu forme par et en leur présence au travers de leurs activités mentales, de leurs discours et pratiques, et finit par se voir doté d'une extériorité, d'une force ou d'une consistance suffisante à leurs yeux pour bénéficier du qualificatif de réalité. » De ce point de vue-là, la question de l'institutionnalisation de la démocratie participative, elle renvoie à la diffusion, à la circulation de ce que l'on avait appelé l'impératif participatif dans la société. Hein. Et je ne crois pas que ce soit de ça que nous devions parler aujourd'hui. La deuxième définition, elle est elle renvoie beaucoup plus à Maurice Horiou, vraiment à une réflexion juridique sur les institutions. L'institutionnalisation, à ce moment-là, renvoie à trois éléments relatifs au mécanisme participatif. Un élément juridique. Est-ce que ces mécanismes s'inscrivent dans le droit qui leur donne une certaine force contraignante? Cet élément juridique, cette composante juridique, elle est la composante principale, c'est la composante de contrainte. Un élément temporel, c'est l'idée de durée, c'est-à-dire l'inscription dans la durée des démarches participatives, ou soit dans la durée et la permanence, soit dans la répétition. Par exemple, on peut dire aujourd'hui que les budgets participatifs, s'ils sont reproduits chaque année, commencent à être institutionnalisés. Et puis la troisième dimension, c'est une dimension de reconnaissance. Maurice Horiou disait pas d'institution sans reconnaissance. Il faut effectivement une forme d'institution de l'institution. Et en l'occurrence, la démocratie participative, elle dépend évidemment de la reconnaissance par les institutions plus anciennes, plus traditionnelles de la représentation. Donc, grosso modo, ça renvoie à des agencements institutionnels, des structures engendrées en réponse à un problème. C'est ça, pour moi, c'est avec cette définition qu'il faut démarrer. Alors la question de l'institutionnalisation, elle se pose très différemment selon les modalités de la participation. Et là, je vais encore puiser dans un travail ancien, dans le petit livre de 2008 que j'avais fait sur le nouvel esprit de la démocratie. J'essayais de typifier trois, en tout cas dans le contexte français à l'époque, trois modalités très différentes de recours à la participation des citoyens, d'offres participatives. Il y avait d'abord une première forme d'institutionnalisation, qui renvoyait à la création d'institutions mimétiques de la représentation.
les conseils de quartier, les conseils de développement, les conseils de jeunes, des institutions faibles, auxiliaires, adjuvantes, qui visaient à cibler finalement d'autres publics que les publics traditionnels de la représentation, qui reposaient sur la représentation très largement et qui, d'un certain point de vue, ont été reconnus assez précocement dans le droit français. La deuxième modalité de participation intéressante, c'était ce qui émergeait comme un droit de la participation, c'est-à-dire obligeant finalement les autorités politiques à consulter les citoyens en amont de la décision, en amont ou en aval de la décision, et ça renvoyait à tout ce droit émergent de la concertation qui, dans le domaine environnemental notamment, dans le domaine de l'urbanisme, qui constituait finalement une forme de début de reconnaissance d'un droit à la participation. Et là, les problématiques sont assez différentes. Est-ce qu'il existe un droit à la participation? Un droit général, oui, mais dans quelle mesure peut-il être revendiqué par les citoyens? Quel est le degré de précision ou le caractère contraignant de ce droit, son degré d'effectivité, quelle est finalement sa solidité, sachant qu'aujourd'hui nous assistons à des phénomènes de régression. Et puis le troisième type de dispositif n'était pas concerné par l'institutionnalisation. C'était les mini-publics. C'était toutes ces expériences démocratiques qui n'avaient pas vocation au démarrage à être institutionnalisées. Et jusque et y compris pour ce troisième modèle participatif, la question de l'institutionnalisation se pose désormais. Alors j'en veux pour témoin une petite note très intéressante qui est sortie il y a 1 ou 2 ans sous l'égide de l'OCDE et de notre amie Claudia Schwalitz, qui décrit 8 trajectoires d'institutionnalisation, 8 modèles d'institutionnalisation des démarches participatives. Et elle s'appuie sur des exemples, et Mine Rechamp vous parlera de quelques exemples belges qui témoignent d'une amorce de réflexion sur l'intégration possible de ces mini-publics dans l'architecture des institutions de la représentation. Alors, voilà pour le cadre tel qu'il est posé. Maintenant, je vais répondre à la question, la promesse et le piège. Et je vais me faire l'avocat du diable. Et je vais me faire l'avocat du diable dans la mesure où moi, je réfléchis et je plaide depuis très longtemps pour l'institutionnalisation. Est-il aussi sûr que cette institutionnalisation soit nécessaire? Est-elle possible? Et là, je vais reprendre le balancement promesse-piège. Certes, l'institutionnalisation signifie une forme de reconnaissance d'institution de la démocratie participative. Instituer, c'est établir de manière durable, établir officiellement une fonction. Mais à quel prix? Au prix d'une mise sous tutelle, dans l'immense majorité des cas, au prix d'une normalisation de cette participation, c'est-à-dire que ce qu'il peut y avoir d'expérimental, de subversif, finit par disparaître, au prix d'une domestication, et au prix, on le voit de plus en plus, d'une dépolitisation. Donc je me contente là de lancer des mots, il faudrait mettre des exemples derrière, mais ça me paraît tout à fait essentiel. Et au prix d'une professionnalisation, notamment de ceux qui participent. Deuxième promesse, et c'est parce que je sens que Alice, deuxième promesse que je suis aussi schématique, deuxième promesse, une promesse d'influence. La démocratie participative devrait avoir une influence. Et en réalité, ce qui se joue dès lors qu'elle est institutionnalisée, c'est qu'elle perd son influence. Elle devient insignifiante. C'est ça le paradoxe. Le mouvement des Gilets jaunes, d'un certain point de vue, force politique majeure, force en partie contraignante, le mouvement des Gilets jaunes transformé en grand débat et en convention citoyenne pour le climat, voilà, je me fais l'avocat du diable, n'a plus d'influence réelle sur les politiques publiques. Alors, cette marginalisation des dispositifs institutionnalisés de participation, c'est une constante. La CNDP, elle ne porte pas d'avis sur la décision. Les mini-publics n'ont qu'un rôle extrêmement consultatif dans l'immense majorité des cas, sauf quand ils sont adossés à un référendum. Et puis, dernier point, promesse de complémentarité de la démocratie représentative. Et c'est ça que je vais un peu poser sur la table, c'est-à-dire que nous faisons comme si
ces deux dimensions de la démocratie que sont la démocratie représentative et la démocratie citoyenne étaient compatibles, fondamentalement. Comme si ça n'était pas, finalement, totalement irréductible l'une à l'autre. Cette idée d'une complémentarité, cette idée d'une coexistence des deux légitimités est très problématique. Dans quelle mesure les citoyens qui sont convoqués dans les dispositifs participatifs sont-ils souverains réellement? Ont-ils la possibilité de définir leur agenda? Ont-ils la possibilité de s'organiser comme ils le souhaitent? Ont-ils la possibilité de poser les questions qu'ils souhaitent, etc. Non, il n'en est pas question. Ça n'est absolument pas envisageable. Et donc, du coup, est-ce que cette irréductibilité des deux dimensions, la dimension citoyenne, la dimension sauvage de la démocratie et la démocratie représentative, n'était pas un constat qu'il fallait devoir, d'un certain point de vue, admettre, au risque d'abandonner cette chimère, parce que là on a affaire à une vraie chimère, au sens originel du terme, cette chimère, cette bizarrerie qu'est la démocratie participative, qui aurait des ailes représentatives et un corps participatif, puisque les deux choses ne sont pas compatibles. Alors j'ai été d'une grossièreté dans le raisonnement absolument extraordinaire. Je voulais vous provoquer un peu, parce que beaucoup d'entre vous dorment très certainement dans cette salle. C'était pour taquiner aussi Alice en parlant un peu longtemps. C'était un peu mon défi. Donc voilà. Et voilà, je vous laisse ça pour ce matin. Merci Loïc, du coup, pour cette introduction. J'ai bien fait de ne pas en faire. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tout de suite, je propose de donner la parole à Daniel Kubler, qui forcément va avoir un point de vue différemment situé, puisque en fait, la proposition qui lui est faite, c'est de poser cette question de l'institutionnalisation à partir du cas suisse, dont l'on sait la longue tradition de participation et de démocratie directe. Merci beaucoup. Merci de l'invitation aussi. C'est un plaisir d'être ici parmi vous et de vous parler des expériences de participation en Suisse. Et comme vous verrez, comme on a une tradition, comme le disait Alice, l'attitude, ou plutôt la perspective sur la participation, on est devenu peut-être aussi un peu plus pragmatique que ce qu'on peut entendre par-ci et par-là. Donc tout d'abord, je vais peut-être vous expliquer brièvement quels sont les dispositifs de participation dont Alice parlait tout à l'heure, qui sont en fait institutionnalisés depuis la fin du 19e siècle au niveau national. Il faut savoir qu'au niveau cantonal, donc c'est le premier niveau en dessous de la Confédération, et au niveau communal, les dispositifs de participation sont encore plus importants. Alors, pour ce qui est du niveau national, il y a 3 instruments principaux de participation qui sont tous institutionnalisés. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le référendum obligatoire. C'est un dispositif de la Constitution qui veut que tous les changements de la Constitution fédérale doivent être soumis au vote populaire. Donc un changement, je ne sais pas moi, d'article constitutionnel, il doit être approuvé de façon obligatoire par la population entière. Enfin, par plus de la moitié de la population, disons. Deuxième instrument, c'est ce qu'on appelle le référendum facultatif. Facultatif, ça veut dire que les lois décidées par le Parlement doivent être soumises au vote populaire seulement si un nombre de citoyens le demande, plus précisément 50 000 citoyens, dans l'espace de 100 jours après l'adoption de la loi par le Parlement, peuvent signer un référendum et alors la loi doit être soumise au vote populaire. C'est probablement ce qui revient au plus proche de ce que vous appelez le référendum d'initiative citoyenne en France. Donc nous, on appelle ça le référendum facultatif. Troisième instrument, jusque-là, les référendums obligatoires et facultatifs, c'était en fait une approche top-down. Donc c'est le gouvernement et le Parlement qui proposent des choses qui doivent ensuite être approuvées par le peuple. Le troisième instrument, en revanche, c'est un instrument bottom-up. On peut proposer des nouveaux dispositifs constitutionnels par ce qu'on appelle une initiative populaire. Donc, l'initiative populaire, c'est la possibilité de proposer un changement de la Constitution et de le soumettre à un vote populaire. C'est le cas si 100 000 citoyennes et citoyens signent une proposition dans l'espace de 18 mois. Et si cette proposition est acceptée par la majorité du peuple, elle entre directement dans la Constitution et elle entre directement en force.
À noter pour les initiatives populaires, il n'y a aucune restriction de thème. Hein, donc on peut proposer des initiatives populaires sur tout. Par exemple, je vous donne des exemples divers d'initiatives populaires qui ont été acceptées. La majorité des initiatives populaires, d'ailleurs, n'est pas acceptée. Enfin, 10% environ des initiatives populaires sont acceptées. Parmi celles qui ont été acceptées, il y a, par exemple, la proposition de créer un nouveau jour férié pour la fête nationale, 1er août. Donc, jusqu'avant l'initiative populaire, c'était toujours la fête nationale, mais ce n'était pas un jour de congé payé. Alors, l'initiative populaire introduisait un jour de congé payé pour la fête nationale. Vous pouvez dire que ce n'est pas très important comme enjeu, mais bon, toujours est-il que ça nous donne un jour de férié de plus. Deuxième exemple d'initiative populaire qui a été acceptée, c'était l'initiative de proposer l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. C'était en 1996, si je me souviens bien, que cette initiative populaire a été acceptée. Donc la Suisse a adhéré à l'ONU peu après. Troisième exemple d'initiative populaire qui a été acceptée, c'est l'interdiction de la construction de minarets dans le pays. Bon, vous pouvez dire que ce n'est pas un enjeu très important parce qu'il y a, pour le moment, enfin avant cette initiative populaire, il y avait 4 minarets dans tout le pays, mais pour l'instant, il est interdit de construire des minarets, même si on voulait le faire. Voilà, ça c'est 3 exemples d'initiatives populaires acceptées. Parmi les initiatives populaires qui n'ont pas été acceptées, il y a des thèmes aussi loufoques, par exemple, que la question de la longueur de la corne des vaches. C'est pas une blague, hein, d'ailleurs. Et bon, vous pouvez dire que parfois, il y a des choses extrêmement importantes, d'un enjeu crucial. Parfois, il y a des choses relativement anodines. Maintenant, pour revenir à la question, quelles sont les promesses et le piège? Comme ce n'est pas des promesses, je parlais plutôt, parce que c'est déjà institutionnel, je parlais plutôt des bénéfices et des risques. Alors, pour ce qui est des bénéfices, évidemment, ces instruments de participation institutionnalisée nous donnent l'occasion de voter beaucoup sur beaucoup de choses. 4 fois par an, en moyenne, les citoyens suisses sont appelés à voter et chaque fois, c'est 2 à 3 projets qui sont soumis au vote, que ce soit des référendums ou des initiatives populaires. Donc, on peut dire qu'on est les champions du monde des votes populaires. L'ensemble du monde compte autant de votes populaires au niveau national que la Suisse en une année, quasiment. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on va devenir champion du monde du foot. Encore que, hein, ça c'est bien parti. Mais il ne faut pas être irréaliste. Mais on est champion du monde des votes, du moins. Alors, c'est un peu consolant, mais ça permet surtout aussi de trancher des questions qui sont chaudement débattues. Hein. C'est des questions politiques qui sont très souvent très débattues. Un vote permet de trancher une fois pour toutes. Par exemple, durant la pandémie, il y a eu des restrictions introduites, pass sanitaire, couvre-feu et autres. Vous en souvenez certainement aussi en France. Et comme vous pouvez imaginer, ces restrictions ont fait beaucoup de débats, ont fait beaucoup aussi de débats au niveau politique. Et comme ils ont été l'objet d'une décision parlementaire, il y a une loi qui a été introduite pour introduire ces restrictions. Eh bien, cette loi aussi, elle a été soumise au référendum et on a voté sur cette loi. On a même voté 2 fois sur cette loi parce qu'une révision de la loi qui introduisait notamment l'obligation de la vaccination si on voulait avoir le pass sanitaire, eh bien, ça a été aussi soumis au référendum. Alors, la Suisse est le seul pays au monde où, non, c'est pas vrai, il y a quelques mois, le Liechtenstein aussi a voté, mais le seul, disons, pays de plus d'1 million d'habitants au monde qui a voté les restrictions sanitaires liées au Covid. Et les 2 fois, les lois et la révision de la loi ont été acceptées à une très grande majorité. Donc ça montre aussi que l'opposition contre ces restrictions était quand même le fait d'une minorité et ça a permis de trancher une fois pour toutes ces questions des restrictions sanitaires. Donc le débat s'est beaucoup calmé après, comme vous pouvez imaginer. Ça pour les bénéfices. Pour les pièges, ou plutôt pour les risques, j'ai dit un des bénéfices, c'est qu'on votait beaucoup. Un des risques, c'est qu'on vote beaucoup. Parce que tout changement de statu quo, quasiment, notamment pour les référendums obligatoires, requiert un vote populaire. Et très souvent, quand même, il faut le dire, ces propositions de changement de constitution sont rejetées. Plus d'un tiers des référendums facultatifs, en fait, aboutissent sur un non de la loi qui est proposée par le Parlement. Donc ça veut dire que les réformes sont très difficiles.
en Suisse. Par exemple, durant le XXe siècle, on a rejeté 2 fois l'introduction du suffrage féminin. Après, la 3e fois, en 1971, ça a été accepté. Mais s'il n'y avait pas eu le référendum, eh bien, les femmes suisses auraient eu le droit de vote beaucoup plus tôt. Même chose pour l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen. C'était une proposition votée par le gouvernement et le Parlement en 1992, a été rejetée en vote populaire. Et depuis, la Suisse essaye de régler ses relations avec l'Union européenne. Ce n'est pas une mince affaire. Et il y a 2 ans, il y a eu une loi qui visait de limiter les émissions de CO2, la loi CO2, qui a été rejetée à une très petite majorité aussi. Et depuis, le gouvernement essaye de reformuler cette loi. D'ailleurs, il y a une proposition qui est maintenant sur la table, qui est un peu moins, restrictive, probablement aussi moins efficace que la première version, mais le référendum a été saisi à nouveau contre cette loi et on va voter probablement dessus en juin. Donc vous voyez, voter beaucoup, ça permet de trancher les débats, mais voter beaucoup, ça risque aussi de ralentir des réformes, de ralentir les changements et de ralentir la capacité du système politique à réagir aux changements, par exemple la crise climatique ou autre. Donc, ce qu'il faut, le risque, ou plutôt le piège de l'institutionnalisation de la participation, dans le cas suisse, en fait, l'expérience, c'est que ça introduit un biais structurellement conservateur dans la politique. Merci pour cette présentation à partir du cas suisse, dont on voit bien le degré et le niveau d'institutionnalisation. Du coup, là, on va vous proposer de faire le grand écart d'emblée avec Françoise Montembeault, qui, elle, va nous parler, a priori, de pratiques très peu institutionnalisées, puisqu'elle va nous emmener en Amérique centrale et au Canada sur les formes de pratiques participatives, de politisation du quotidien, et donc en se demandant quand même si la promesse et le piège n'est pas loin non plus. Quoi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. D'abord, merci pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Donc, évidemment, moi, je parle d'une perspective un peu différente, effectivement. Dans mes recherches antérieures, je me suis beaucoup intéressée aux dispositifs plus institutionnels, notamment le budget participatif, les conseils citoyens, etc. Mais j'aborde aussi le terrain à partir d'approches plus ethnographiques. Et dans mes travaux de terrain, je me suis assez rapidement rendu compte, dans mes discussions avec les intervenants, les facilitateurs de la participation publique, notamment à Montréal, évidemment, mais aussi en Amérique latine. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est beaucoup tiré d'une enquête de terrain que j'ai faite à Mexico. J'ai été en contact avec des pratiques un peu plus informelles, des pratiques que l'on retrouve plutôt dans l'agir quotidien, dans le fait d'habiter la ville et de rencontrer parfois des enjeux qui ne sont pas pris en charge par les institutions publiques ou qui sont pris en charge de manière que l'on considère défaillante de certaines façons. Et donc, qui coexistent par ailleurs avec les espaces plus institutionnels et qui se situent donc dans l'espace public. Et là, je vais vous donner juste quelques exemples pour que vous puissiez figurer un peu de quoi il est question. On parle par exemple de cuisines collectives qui sont instituées à l'extérieur des institutions. On peut parler de jardins collectifs qui sont installés dans l'espace public, mais sans la permission ou sans l'accord tacite des institutions publiques, dans les interstices de la ville. On parle de frigos collectifs. À Montréal, il y a beaucoup eu de frigos collectifs, par exemple, qui ont été ouverts par des citoyens dans leur maison, dans leur cour, dans leur ruelle, pour redistribuer, partager les fruits de la récupération alimentaire, du glanage, par exemple. On parle de projets artistiques participatifs où, autour d'un projet commun, des citoyens se rencontrent, organisent un collectif pour peindre des murales sur les murs de la ville, etc. Mais encore une fois, en dehors d'un contexte institutionnel. Des projets citoyens d'urbanisme tactique, etc. Donc, il y a certains qui parlent de ces initiatives-là comme du DIY, du do-it-yourself politics. D'autres vont en parler comme la démocratie du faire. D'autres encore vont aller jusqu'à parler de ces initiatives comme étant des initiatives de type préfigurative d'un monde post-politique.
Nous, on a cherché quand même à situer davantage ces pratiques dans un espace où elles sont en interaction avec des institutions, parce qu'elles se situent dans l'espace public, et je reviendrai un peu sur cette question. Et donc, on s'inspire entre autres de plusieurs travaux, mais notamment de ceux de Hendricks et Zur, qui vont appeler ces initiatives des espaces de gouvernance citoyenne. Donc, on parle ici d'espaces de pratique d'engagement des citoyens qui se situent effectivement dans l'espace public, hors des espaces formels et institutionnalisés par les institutions municipales, les institutions de l'État, ou les organisations sociales et communautaires, qui sont aussi des espaces formels et institutionnels, hein, et dans certaines zones d'action dont j'ai discuté, ils sont très présents, notamment dans ce qui est récupération alimentaire, jardinage urbain, etc. Les organisations sociales et communautaires sont très présentes, notamment à Montréal en particulier. Et donc, ce sont des formes d'engagement qui peuvent être très individualisées, du coup, en fait, ou encore collectivisées, ou qui créent du collectif dans l'action, et qui sont généralement marquées par un fort pragmatisme. Avec mes collègues Laurence Bérère et Pascal Dufour, on a qualifié ces pratiques de formes de participation informelle. C'est pas toujours... c'est un terme qui est un peu smooshy, comme on dit, qui est un peu... qui veut dire beaucoup de choses. Donc, on a identifié quelques caractéristiques qui nous permettent de les définir analytiquement et de les observer empiriquement. Et certaines d'entre elles font écho un peu à ce que Loïc mentionnait tout à l'heure sur la reconnaissance, la pérennité, etc. Donc, vous pourrez faire les parallèles. Donc, ce sont des actions directes qui sont menées donc, par les citoyens. Elles sont souvent à très petite échelle et relèvent des défis du quotidien, c'est-à-dire qu'elles permettent le plus souvent de trouver des solutions à des problématiques qui sont rencontrées dans le quotidien, comme je disais, dans un lieu souvent très à proximité, soit de la résidence, du lieu de travail, etc. Donc, par exemple, les citoyens pourraient prendre action avec leurs voisins afin de sécuriser la voie publique. On l'a vu beaucoup, par exemple, à Mexico, ce genre d'initiative. On installe des dos d'âne faits maison, on installe du mobilier urbain pour sécuriser l'espace public autour de chez soi. Ce ne sont pas des actions qui sont ponctuelles. Et ça, c'est important dans cette idée de répétition de l'action. Donc, ce sont des actions qui se répètent dans le temps et qui cherchent donc à se pérenniser d'une certaine façon. Donc, par exemple, les citoyens qui jardinent l'espace public vont le faire régulièrement, sur une base presque quotidienne. Ils vont se rendre au jardin ou 2-3 fois par semaine. Ils vont préparer le terrain, entretenir le jardin, arroser les plantes, désherber le carré d'herbe, etc., récolter. Puis le cycle recommence d'une année sur l'autre. La proximité de l'engagement et son imbrication dans le quotidien permet aussi cette répétition et cette action qui est soutenue, contrairement à d'autres types d'actions qui requièrent un engagement moins de proximité, du moins. Donc, ce sont des actions, comme j'ai dit, qui sont mues par un fort pragmatisme, qui sont dans l'expérimentation et où la valeur et le sens politique se construisent dans l'action elle-même. Et elles sont souvent faiblement coordonnées, assez peu organisées, et la dimension collective peut être parfois diffuse et se construire dans le temps. Ils n'appartiennent pas nécessairement à une organisation formelle, souvent pas, mais ça peut éventuellement faire partie de ce que je vais appeler justement ce processus d'institutionnalisation légère. Et donc, ce qui m'a surtout intéressée, moi, dans mes recherches, c'est justement que ces pratiques de participation, elles ne sont pas du tout homogènes, elles ne sont pas fixes, elles sont plutôt relationnelles, elles sont construites dans le temps, dans l'action et dans les interactions. Et donc, c'est ce qui m'amène à vouloir comprendre les pratiques elles-mêmes, bien sûr, mais aussi et surtout leur rapport aux politiques, aux institutions et aux espaces formels de la participation et de la représentation. Et comme pour répondre à la question d'Alice, on constate en étudiant ces pratiques, elles n'échappent pas, malgré qu'elles se situent à la base hors des institutions et qu'elles se constituent intrinsèquement comme étant non institutionnelles, elles n'échappent pas à une certaine forme, un certain processus de formalisation, éventuellement d'institutionnalisation qu'on pourrait qualifier de légère. Et pourquoi? Bien parce qu'en fait, elles sont situées dans l'espace public. Et donc, dans leur action directe, les citoyens sont,
sont en interaction avec d'autres acteurs et rendent visibles des problèmes du quotidien qui peuvent être du ressort des institutions publiques ou d'organisations sociales. Donc, en créant des frigos collectifs, par exemple, on met de l'avant le problème de la distribution des surplus alimentaires. On rend visibles les enjeux qui entourent l'accès aux banques alimentaires, par exemple. Ça rend ce problème visible aux yeux des organismes qui s'en occupent, aux yeux des autorités municipales qui éventuellement peuvent décider de prendre action en collaboration, en proposant parfois des partenariats avec les citoyens qui s'en occupent, mais qui peuvent aussi adopter même jusqu'à des lois, des règlements pour encadrer le cadre la pratique citoyenne. Et aussi parce qu'ils sont orientés vers la résolution de problèmes et que des nouveaux défis vont survenir au fil du temps et de la pratique, les citoyens vont faire évoluer cette pratique-là pour répondre aux défis, et notamment celui de la pérennité. Et ça, c'est un défi vraiment important dans les pratiques que je qualifierais d'intensives en termes de ressources. On a besoin d'avoir accès à un territoire. On a besoin d'avoir une reconnaissance, une forme de tolérance à tout le moins de la part des institutions municipales. On a besoin d'avoir accès à de l'eau. Qui nous donne de l'eau dans l'espace public? Évidemment, il doit y avoir une forme d'organisation autour de ça, l'électricité, d'autres ressources nécessaires aux cultures, par exemple dans le cas du jardinage. Donc, rapidement, les enjeux de la pratique deviennent un incitatif à des formes d'institutionnalisation qu'on pourrait qualifier de légères, parce que ces initiatives-là, en somme, elles n'existent pas en vase clos. Et c'est le point sur lequel je veux insister. Elles s'inscrivent dans des univers sociaux qui sont composés d'institutions, d'organisations, d'autres types d'acteurs, d'autres initiatives aussi. Et donc, elles entrent en relation les unes avec les autres dans ces espaces, dans ces univers sociaux, de manière directe ou indirecte, selon les cas. Et c'est dans ces rencontres-là et dans les interactions qu'il y a des formes d'institutionnalisation légère, de reconnaissance, de pérennisation qui peuvent émerger. Merci. Du coup, on poursuit à la fois notre tour du monde et notre grand écart avec une troisième forme d'institutionnalisation de pratiques participatives avec les expériences de Mine Rechamp qui va nous parler du coup de l'expérimentation belge et notamment de l'Assemblée permanente qui prend un peu à bras le corps cette question de l'institutionnalisation des assemblées citoyennes. Merci beaucoup Alice et bonjour à vous. Et sans transition et pour aller directement à l'essentiel et plus au nord d'ici, vous le savez peut-être, mais dans certains coins du nord, le 6 décembre est la journée la plus importante, au moins pour les enfants, puisque c'est la Saint-Nicolas. Mais cette année, ce sera peut-être aussi la Saint-Nicolas pour les adultes, en tout cas les adultes qui s'intéressent à la participation, parce que ce jour-là, le Parlement fédéral belge va discuter d'une loi de tirage au sort permettant à la fois des panels citoyens et des commissions mixtes. Et donc ça s'inscrit dans ce paysage belge qui connaît d'un côté en communauté germanophone, donc dans la petite partie germanophone, un processus, un dialogue permanent qui est composé à la fois d'un organe, un conseil citoyen qui peut initier des assemblées citoyennes. Donc ça c'est une façon de faire d'une certaine façon de la permanence. Et une autre, celle qu'on connaît à Bruxelles mais aussi en Wallonie, même si ça n'a pas encore été pratiqué, les commissions délibératives, les commissions délibératives mixtes qui permettent alors à des parlementaires élus de siéger avec des citoyens et des citoyennes tirés au sort pour discuter de thématiques qui pourraient changer le quotidien des habitants. Pour répondre à cette question promesse, et je reviendrai évidemment sur les pièges un peu plus tard, j'utilise alors le vocable en P, 3 P, qui font peut-être aussi écho à cette façon d'analyser les choses que parfois certains utilisent, input, throughput, output. Un premier P, c'est la permanence sur laquelle il faut peut-être dire quelques mots. Deuxième P, l'aspect possible, et j'en arrive dans quelques instants, mais un troisième P, potentiel. Permanence, dans une notice pour le Dicopart qui sera présentée après-midi avec Christophe Nissen, on a essayé de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que veut dire cette idée d'assemblée permanente. Et sans surprise, on peut voir deux dimensions. Une première dimension, c'est dans la répétition. Loïc l'évoquait d'une certaine façon. Et donc là, on peut le voir que ça peut donner une permanence en organisant quelque chose de manière régulière. La deuxième approche, c'est dans l'institutionnalisation, d'une certaine façon, dans le fait de faire une loi qui permet, en fait, qui établit dans le temps un organe. Et ça, je pense, et ça fait écho à ce que Daniel disait, il y a un véritable... une promesse en tout cas derrière ça, de se dire c'est le fait de faire souvent et beaucoup va donner quelque chose. Et donc le phénomène d'apprentissage est une véritable promesse, puisque c'est sûr que lorsqu'on fait la chose pour une première fois,
généralement, ça ne peut pas bien se passer d'une certaine façon. Et donc là, première promesse, la permanence amène quelque chose comme ça au niveau donc davantage de l'input. Mais une deuxième promesse se situe au niveau du processus d'une certaine façon. C'est en fait l'idée qu'une autre voie est possible. Et peut-être que pour les personnes qui suivaient les travaux hier à l'Assemblée nationale française, on se rend compte qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire les choses autrement, telles qu'on les a fait jusqu'à présent, et pas pour dire que ce qui est proposé en matière d'assemblée permanente est nécessairement la panacée, mais ça permet de dire on peut imaginer la prise de décision d'une manière autre. Et bien sûr, les Suisses vont dire nous, ça fait longtemps qu'on pratique une troisième voie d'une certaine façon, mais en tout cas, l'approche délibérative peut être une possibilité. Et cette dimension d'assemblée permanente permet de l'illustrer, permet de le tester. Et le troisième, c'est en fait, au niveau davantage de l'output, c'est un potentiel disruptif d'une certaine façon. Il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est que beaucoup d'activistes d'une certaine façon, et notamment en climat, disent qu'il faut aller vers la démocratie délibérative, et des personnes qui connaissent bien les processus disent souvent en fait, vous allez être très déçus des résultats des outputs qui vont en sortir. Mais ce que certains activistes répondent, ce sera déjà mieux que rien. Et donc, c'est là où on peut voir un potentiel disruptif. Probablement qu'à court terme, les choses qui vont ressortir de ce processus-là ne vont pas secouer quelque chose. Mais en fait, c'est peut-être déjà mieux que ce qui existe déjà à l'heure actuelle. Et là, on peut y trouver un potentiel disruptif. Donc, voilà 3 éléments de promesse: permanence, possible, un autre possible, et enfin un potentiel disruptif. Après, ça va revenir, je pense. Ou plus tard. Oui. Alors, Mine a choisi de respecter les temps de parole que j'avais annoncés, n'est-ce pas? Et donc, je l'en remercie vivement et chaleureusement. Alors, non, je propose que revenir après sur les pièges. La réaction, alors c'est peut-être du coup une question que j'ai envie de poser à Loïc, et qui va nous répondre relativement rapidement, évidemment, pour nous dire justement si cette voie de la permanence des assemblées, au regard de son expérience à la CCC, ça semble plutôt se situer du côté du plus d'institutionnalisation nécessaire, du coup de la promesse aussi qu'il évoquait tout à l'heure, ou au contraire, finalement, d'un parti pris d'incrémentalisme et de transformation, donc incrémentale de nos institutions démocratiques, dont il n'y aurait sans doute pas grand-chose à espérer. Donc voilà. Bon, juste en préalable, parce que je ne sais pas si on va y revenir, mais dans le tableau que je faisais, toujours en me faisant l'avocat du diable dans ma première intervention, je mettais de côté l'initiative citoyenne. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne, qui pour moi ne souffre pas des mêmes problème que les autres, où là, il y a une vraie effectivité du pouvoir, une vraie autonomie, etc., etc., même si ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, avec des acteurs organisés qui encadrent ces initiatives. Pour moi, c'est très important de dire ça. Alors, sur la Convention citoyenne pour le climat, beaucoup de choses ont été dites, et donc je ne vais pas revenir. On a eu l'occasion d'échanger énormément, de faire le bilan, et effectivement, si on doit faire le bilan, mais en une phrase, c'est de dire que du point de vue de l'institutionnalisation au sens durkheimien, d'un certain point de vue, on a démontré que c'était possible. D'un certain point de vue, on a démontré les potentialités. Et je pense que l'idée de la participation a connu une visibilité forte, et que de ce point de vue-là, l'acquis est réel. Du point de vue de l'institutionnalisation, c'est-à-dire la capacité d'un dispositif comme celui-là à entrer dans le processus institutionnel, à être reconnu par les autres institutions, à produire des effets sur l'action publique, alors là, le bilan est beaucoup plus désastreux. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'était pas une institution pour le coup, puisque c'était vraiment une expérience, quelque chose qui n'avait aucune base constitutionnelle, aucune base juridique, qui ne tenait par rien, en fait, d'autre qu'une intention présidentielle. Et de ce point de vue-là, on a démontré que l'absence totale d'institutionnalisation, finalement, posait des difficultés, parce qu'en aucun cas, dans ce qui s'est joué après, les autres institutions n'ont respecté, finalement, ce qu'aurait dû être le processus et les citoyens qui y avaient participé. Alors,
je me suis fait l'avocat du diable dans la première partie. Moi, je reste persuadé qu'il va falloir avancer dans l'institutionnalisation, dans la reconnaissance. Et là, il va falloir des assemblées citoyennes, puisque c'est de ça dont on parle, en tout cas dont Mine a parlé, mais aussi du référendum. Il me semble que de ce point de vue-là, c'est absolument... et le chantier, là, est extraordinairement compliqué à envisager, ne serait-ce qu'à envisager, compte tenu de ce que sont les procédures, par exemple, de révision constitutionnelle dans le cadre français. Et on est en quelque sorte dans une impasse. Les conditions de possibilité d'une institutionnalisation sérieuse de ces dispositifs, elles ne sont pas là. Le CESE, par exemple, s'est vu reconnaître une juridiction en matière de participation, le Conseil économique et social environnemental, mais avec un espace tellement étroit que on ne peut pas dire que ça change grand-chose. Le référendum d'initiative, alors il n'y a pas de référendum, le référendum d'initiative partagé en France est absolument ridicule. Donc voilà, je n'irai pas plus loin parce que j'ai abusé de mon temps, mais j'ai pas grand-chose à ajouter d'absolument passionnant là-dessus. Voilà. Du coup, même question du coup à Daniel Kubler, qui, en dépit du nombre et de l'institutionnalisation très forte de la démocratie directe en Suisse, en fait, la Suisse a aussi découvert une passion pour les assemblées citoyennes et le tirage au sort. En tout cas, une passion, j'exagère peut-être, mais en tout cas, d'en ajouter, d'étayer son espace institutionnel, quoi. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé surtout des instruments de participation institutionnalisée au niveau national. Et si on regarde maintenant le niveau de politique locale, effectivement, on trouve une myriade d'assemblées des citoyennes. Il faut dire par contre que ces assemblées citoyennes sont d'une part traditionnelles, puisque la grande majorité des communes en Suisse en fait, organisent son législatif sous forme d'assemblée citoyenne. Ça veut dire qu'il y a un gouvernement, comme en France, local, mais il n'y a pas de conseil communal. En revanche, les décisions importantes doivent être approuvées par l'Assemblée des citoyens qui se réunit 2 fois au moins par année, je ne sais pas moi, dans le hall, dans la mairie ou dans l'église si la mairie est trop petite, et décide des choses importantes comme par exemple le budget de l'année prochaine, le multiplicateur des impôts et autre chose. Ou de projets de planification, de changement d'affectation du territoire, ce genre de choses. Alors, c'est un accès très facile à la décision politique pour tout citoyen, pour toute citoyenne. Vous pouvez, en tant que simple citoyen, intervenir, par exemple, sur le budget de la commune pour dire, par exemple, qu'il faut, comme je l'ai fait d'ailleurs il y a 2 ans dans ma commune, rayer la subvention à une association qui entretient un stand de tir dans le voisinage qui embête tout le monde. On a été sans succès parce que la majorité des citoyens trouvaient que c'était une tradition locale importante, même si elle faisait du bruit, qu'il fallait la maintenir. Mais tout pour vous dire que c'est très, très accessible, très à bas seuil. Alors, quand on observe, comme nous l'avons fait de façon scientifique, ces assemblées citoyennes traditionnelles, on constate très vite que la participation est extrêmement basse. Donc, il y a maximum 5% des citoyens ou de citoyennes qui effectivement participent à ces assemblées. Parfois, quand il y a des choses qui ne sont pas très importantes ou pas très intéressantes à décider, comme le budget par exemple, il se peut aussi, il y a eu des communes où il n'y a eu qu'un citoyen qui a participé à l'Assemblée, même si la commune avait plusieurs milliers d'habitants. Donc c'est une espèce de fatigue de participation au niveau local qui se manifeste là. Et même si la participation excède cette personne unique dans la salle, on constate que la participation est très biaisée. C'est surtout les hommes, les hommes les plus âgés, les propriétaires immobiliers bien éduqués, les anciens habitants qui sont nettement plus présents que les jeunes et les autres personnes. Donc on peut s'interroger effectivement sur la représentativité des décisions qui sont prises dans ces assemblées citoyennes. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, certaines communes ont effectivement expérimenté avec des assemblées citoyennes tirées au sort. Récemment en Suisse romande et plus tard aussi en Suisse alémanique, il y a eu ce type de mini-public un peu à la belge, là, qui ont été, avec lesquels on a fait
des expériences. Et il faut constater que ça a plutôt bien marché. C'était vraiment un public différent de celui qui participe d'habitude aux assemblées citoyennes. Et par rapport aux assemblées citoyennes aussi, c'était un processus plus délibératif parce qu'il y a eu des facilitateurs de débat et tout ça. Donc, une repolitisation, si vous voulez, un peu de questions locales qui, auparavant, faisaient endormir tout le monde et faisaient en sorte que personne ne venait aux assemblées citoyennes. Donc, une expérience plutôt positive avec ces essais de mini-public tirés au sort. En revanche, il faut quand même constater que c'est par rapport aux assemblées citoyennes traditionnelles, c'est un dispositif qui est plus lourd. Il faut un facilitateur, ça prend plus de temps, il faut tirer au sort et tout ça. Donc, j'ai de la peine à croire que ça va remplacer à terme les assemblées citoyennes traditionnelles, puisque c'est tout simplement plus facile et c'est un processus qui est déjà installé. Néanmoins, peut-être dans les grandes villes qui n'ont pas d'assemblées citoyennes, mais qui ont des parlements et des institutions représentatives, je pense que là, il y a une chance que ces assemblées citoyennes tirées au sort puissent effectivement devenir des compléments utiles aux institutions représentatives qui existent déjà. Si, alors du coup, justement, peut-être à Françoise, tu présentais des formes de pratiques qui aspiraient finalement à la permanence, ou en tout cas qui c'était un dessin possible. Est-ce que du coup, tu vois dans cette possibilité de ces assemblées, du tirage au sort, de réflexion, une complémentarité possible avec ces formes de pratiques plus informelles, ou est-ce qu'au contraire, plutôt de dire on reste dans des espaces qui doivent demeurer en quelque sorte séparés? Merci pour cette question qui est excellente et qui n'est pas simple à répondre compte tenu de la diversité et de la complexité des univers sociaux et institutionnels au sein desquels ces pratiques s'inscrivent. Et évidemment, les deux contextes dans lesquels moi j'ai fait des recherches plus empiriques sont excessivement différents. Au Mexique, au Canada, à Montréal, à Mexico. Donc, deux systèmes politiques excessivement différents, ouverture des espaces participatifs et représentatifs, type d'accès au pouvoir politique excessivement différents. Et donc, il est difficile de généraliser à cet effet. Ceci étant dit, je dirais quand même toutefois que ces pratiques, elles évoluent plutôt en parallèle des institutions participatives formelles et pour plusieurs raisons, notamment des raisons qui tiennent à l'inadéquation entre les problématiques auxquelles elles s'adressent, qu'elles cherchent à résoudre, versus les possibilités qui sont offertes dans les espaces participatifs existants. Ceci étant, dans mes observations terrain, j'ai quand même pu observer un certain nombre d'exemples d'utilisation ou que l'on pourrait qualifier parfois d'instrumental, des espaces participatifs formels, notamment comme espace de revendication ou d'accès à des ressources et comme espace de représentation politique des enjeux qui sont portés par ces groupes ou ces collectifs, avec toutes les ambiguïtés que ces usages des institutions peuvent comporter. Je vous donne un premier exemple, le Carré Cassegrain, qui est un collectif montréalais de jardiniers qui s'est occupé d'un terrain, qui est un terrain public, mais qui est un terrain privé, pardon, mais qui est sur l'espace public, donc un terrain abandonné, mais ouvert sur l'espace public, pas clôturé, vraiment qui donne sur un coin avec les trottoirs où les gens circulent, etc. Et qui utilise, à partir d'un certain moment dans leur constitution et dans le temps, vont se mettre à utiliser ce qu'on appelait les projets participatifs, qui sont une espèce de budget participatif très micro-local dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, comme citoyen individuel, donc parce que c'est un espace qui ne permet pas nécessairement que des groupes se représentent, donc des citoyens individuels qui se présentent, des tables de concertation, des discussions, des espaces de délibération sur des priorités à partir d'un budget local. Mais donc, en tant que représentants informels qui vont définir avec d'autres groupes qui sont présents dans le quartier différents projets citoyens qui pourraient être financés par l'arrondissement. L'ambiguïté dans ce cas-ci qui a été soulevée par les membres du Carré Cassegrain avec qui on a passé 3 ans à les suivre, etc., c'est que pour eux, c'était un enjeu important de représenter d'abord un groupe
qui lui-même ne se revendique pas tellement d'une capacité de représentation, puisque ne cherchait pas nécessairement à représenter un enjeu particulier du point de vue politique, mais surtout à un espace qui ne correspond pas aux besoins du collectif, hein, qui ne reconnaît pas, par exemple, des projets préexistants, qui visent à développer de nouveaux projets dans des espaces inoccupés. Ou enfin. Et donc, il y a un enjeu sur qui représente, comment on représente, qu'est-ce qu'on représente et pourquoi on représente. Un autre exemple à Mexico, c'est un jardin qui est dans un parc public, qui est animé par les résidents de quartier au sein d'un collectif qui se mobilise pour planter des fleurs, etc., dans l'espace, et qui éventuellement va chercher des ressources, n'aura pas de répondant de la part de l'arrondissement ou des organisations de quartier, et va participer aux rencontres du budget participatif local pour sécuriser des ressources et une forme de reconnaissance publique de la part des autorités municipales. L'ambiguïté ici, c'est vraiment au niveau de l'imputabilité. Qui devient responsable du jardin une fois qu'il est financé par le gouvernement municipal? Est-ce que c'est une forme de capture de la participation? Et là, on revient à la notion de piège qu'on a évoquée tout à l'heure. Hein? Est-ce que c'est possible, donc, d'être financé par une institution municipale qui éventuellement targue d'être le principal promoteur de l'espace? Est-ce que c'est un piège pour la participation? Est-ce que ça impose des contraintes à la participation qui, au départ, visaient à être défaites, si on veut? Donc, c'est assez intéressant parce que, justement, ce type d'interaction avec les institutions participatives formelles met en relief toute l'ambiguïté et tous les paradoxes profonds qui sont aussi caractéristiques de ces pratiques non institutionnelles. Pour terminer ce premier tour, Mine avait ouvert la discussion sur les assemblées à travers les promesses, les possibilités, les potentialités de caractère disruptif offerts justement par cette permanence. Mais en même temps, du coup, sans naïveté d'emblée, tu avais annoncé que tu nous présenterais les pièges que vous avez d'ores et déjà identifiés, et donc peut-être... Tu peux nous en dire davantage. Beaucoup. Et ça, il va y avoir des paradoxes, évidemment, que Françoise a déjà pu esquisser. 3 pièges: particratisation, parlementarisation et professionnalisation. Particratisation, on voit en tout cas sur les expériences belges que si dans un premier temps, les partis regardent ça avec une certaine distance en disant « je ne peux pas faire rentrer le loup dans la bergerie », assez rapidement, ils vont prendre le jeu. Et donc là, on peut voir ça quelque chose comme une très mauvaise nouvelle d'une certaine façon, puisqu'on retombe dans des logiques très, très dures, très partisanes, évidemment, dans des gouvernements en Belgique de coalition. Donc même les partenaires de la majorité peuvent très fortement se disputer. D'un autre côté, c'est là où le paradoxe, on aura, jusqu'au moment où on bascule de système, besoin des partis. Mais donc là, il y a un véritable piège du rôle des partis là-dedans, qui peuvent tant, d'une certaine façon, mettre en place des processus comme ceux-là, mais complètement aussi les torpiller et accuser les citoyens d'avoir fait un mauvais boulot. Donc là, il y a un risque, un piège potentiel sur la particratisation. Deuxième piège, un peu différent, même si ça semble faire écho, c'est la parlementarisation. Ce qu'on voit aussi dans les dispositifs, c'est qu'on retombe d'une certaine façon dans les mêmes lourdeurs ou dans les mêmes processus de parlementarisation qui demandent en fait des réunions de ceci, des réunions de cela, des réunions de concertation. Et donc on rentre alors dans un dispositif très formel de parlementarisation dans lequel alors les citoyens et les citoyennes tirés au sort peuvent rapidement être perdus et ne pas s'y retrouver, et dans lequel aussi on peut vite s'embourber d'une certaine façon. Donc là, il y a un risque en fait en se disant il faut en fait avoir une approche très mimétique de ce qui existe d'une certaine façon, puisque c'est là où se trouve le pouvoir. En faisant ça, d'avoir alors un dispositif qui est tellement lourd que plus personne ne s'y retrouve d'une certaine façon. Et donc là, c'est un deuxième piège. Et le troisième piège, puisque là, j'ai d'une certaine façon attaqué un peu les acteurs existants, est sur la professionnalisation. Dans des dispositifs permanents, on retrouve forcément, et ça avait été évoqué par Loïc, le risque de retrouver des professionnels à la participation des citoyens. Et ça, c'est d'une certaine façon très paradoxal, puisque en voulant que ces dispositifs soient permanents, on a besoin de permanentiser d'une certaine façon les citoyens. Dans le processus germanophone, il y a un conseil citoyen qui est fait de 24 personnes tirées au sort qui vont rester là pour 18 mois. Et donc, d'une certaine façon, on veut leur dire « professionnalisez-vous ». C'est important, c'est d'ailleurs ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir mettre à l'agenda des choses intéressantes, mais surtout suivre les processus. Mais en faisant ça, évidemment, on en fait des professionnels de la participation avec les risques que ça comporte. Et donc, voilà les 3 pièges que je voulais soulever avec vous: particratisation, parlementarisation et professionnalisation.
Si, ce que je propose, c'est de vous permettre un premier tour de questions sur ce qui a pu être présenté. Alors, peut-être pour ceux qui étaient là hier sur le Chili, je pense qu'il y a des choses qu'évoque à l'instant Ming qui fait écho à des choses qu'on a pu débattre sur justement l'Assemblée constituante chilienne. Mais est-ce qu'il y a des... Oui. Merci beaucoup. Je vais prendre la discussion par mes propres intérêts de recherche. J'espère que je n'impose pas un agenda. Mais c'est lié vraiment à cette question de l'institutionnalisation. En fait, je me demande, la problématique qui me vient à l'esprit, c'est quel est le lien entre la participation politique sous diverses formes et la pacification sociale ? Est-ce que la participation joue ce rôle ou doit jouer ce rôle et comment est-ce qu'on met le curseur en fait lorsqu'on réfléchit à est-ce que c'est une bonne idée de faire participer les citoyens de telle façon ou de telle autre? Et quand je pense aux votations suisses, en fait, la question qui me vient immédiatement, c'est est-ce qu'on peut transposer ce modèle en dehors des mœurs suisses? Voilà. Jusqu'où ça tient à des mœurs, parce que bon, si on prend une théorie politique finalement assez conservatrice, assez tiède, comme celle de Nadia Urbinati, on voit immédiatement en fait le problème du référendum, c'est que le référendum, c'est l'identité du peuple. Donc le peuple a parlé, on ne peut plus contester la décision. On peut contester la décision qui est prise au nom du peuple par des représentants du peuple. Il peut y avoir des mouvements sociaux, il peut y avoir une grande animation sociale qui va permettre de réviser la décision qui est prise. Mais lorsque la décision est prise par référendum, c'est la matraque. Le peuple a parlé, il n'y a plus de contestation possible. Jusqu'où est-ce que ça, c'est pas l'autoroute vers la guerre civile ? Dans d'autres contextes, je veux dire dans des contextes moins policés. Et de la même façon, donc pour Mine Rechamp, même question en fait. Est-ce que ces assemblées tirées au sort, notamment, elles ont pour rôle de rendre les décisions plus acceptables. Et là, je me rappelle aussi d'une remarque d'Abizadeh dans un de ses articles où il disait, mais en fait, donner davantage de pouvoir à des citoyens tirés au sort, c'est l'autoroute vers la guerre civile. Parce que, mais qui sont-ils? Pour qui se prennent-ils? Si nous sommes en désaccord avec des dispositions qui sont prises par des gens qui ne nous représentent même pas, qui n'ont pas de mandat, voilà, comment est-ce qu'on crée ce rapport donc au macro-public, et est-ce que c'est censé accroître la légitimité perçue des décisions, et est-ce que c'est pas potentiellement une manière de la dégrader, cette légitimité perçue? Voilà. Désolé d'avoir pris la parole un peu longtemps. Oui, bonjour, de Guillaume Gourgue, Université Lyon 2. Merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais vous poser une question transversale sur vos différents cas d'études et la manière dont vous abordez un peu des cas nationaux, pour le coup, sur une dimension de l'institutionnalisation qui reste un angle mort persistant, mais sur laquelle je pense qu'on pourrait s'interroger, qui est est-ce que ces débats sur l'institutionnalisation, ils existent au sein des institutions politiques? C'est-à-dire que est-ce qu'au sein des différents États ou municipalités, j'en sais rien, hein, est-ce qu'il y a des partisans de telle ou telle forme d'institutionnalisation? Si je prends le peu de choses que je sais sur le cas suisse et l'introduction, par exemple, de la logique de contre-projet, je crois que c'était en 87, enfin dans les années 80, où finalement l'État suisse se dit il faudrait qu'on puisse quand même réagir aux initiatives populaires pour proposer un projet alternatif et complexifier le système de vote. Est-ce que en fait, l'institutionnalisation telle qu'elle se fait, c'est une des grandes opérations de bricolage au sein des appareils d'État où personne ne sait trop où on va et on invente un peu au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a des débats de fond autour de la forme qu'on veut donner à cette institutionnalisation? Est-ce qu'on veut la rendre plus ou moins indépendante? Est-ce qu'on veut en faire un outil de l'État ou un outil de pilotage des politiques publiques? Ou est-ce que vous constatez au contraire qu'il y a beaucoup d'improvisation sur la manière dont on met en place les institutions qui vont organiser les formes de participation citoyenne? Pierre-Étienne Van Damme, KU Leuven. L'exemple de la Belgique montre, à mon avis, le fait que institutionnalisation ne rime pas avec visibilité. Je suis frappé par le nombre de personnes qui ne sont pas du tout au courant des initiatives en cours.
que ce soit les commissions délibératives dans les parlements ou même l'expérience en Belgique germanophone. C'est une petite communauté, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde soit au courant, mais j'ai été frappé de remarquer que beaucoup de citoyens de la région n'étaient pas du tout au courant. Qu'est-ce qu'on sait? Donc c'est plutôt une question à Mine Rechamp. Quelles connaissances on a pour le moment sur ce sujet-là, sur la visibilité, la perception qu'ont les citoyens hors du monde académique de ces dispositifs? Est-ce qu'ils en ont connaissance et est-ce qu'ils en ont plutôt une perception positive? Merci. Je vais prendre encore 2 autres questions qui ont été identifiées, puis je vous laisse un premier tour de réponse. Merci. J'ai une question complémentaire sur une pratique concrète très répandue, enfin qu'on essaie de développer très largement sur le terrain, qui est celle du contrat de participation. Et en particulier donc de la pré-négociation sur le contrat de participation qui va au-delà de la charte, puisque ça concerne non seulement ce qui est dans la charte, c'est-à-dire plutôt les règles du jeu, on va dire, mais aussi le déroulement et les attendus en termes de co-engagement des parties prenantes dans les dispositifs. C'est une logique qu'on peut qualifier d'un peu libérale du fait de la contractualisation, mais n'empêche que ça me paraît être extrêmement important et en tout cas très pragmatique par rapport aux questions que vous évoquez. Merci Patrice Mellet. Il me semble qu'une partie des débats qui ont lieu ce matin et ce qu'on a entendu sur Saillant et sur l'Assemblée constituante au Chili repose une question qu'on voyait dans une autre recherche qui est cette tension entre qu'on appelait l'impossible et nécessaire fermeture de l'espace du débat. C'est-à-dire d'un côté un espace de débat fermé avec une grande qualité procédurale et puis de l'autre côté une ouverture, un extérieur, les partis politiques qui sont présentés ici comme des possibilités de perversion de l'espace du débat ou des dispositifs. Et j'étais étonné peut-être d'entendre le référendum comme une sortie possible, parce que est-ce que le référendum n'est pas une sortie qui annule la question justement du dispositif participatif ou qui le renvoie sur une ouverture totale, c'est-à-dire donc dans l'espace public et est-ce que plaider pour le référendum aujourd'hui, malgré les intérêts possibles, c'est pas un constat d'échec de la recherche de procédures d'espace de débat fermé et de délibération donc. Il y a des mains que je n'ai pas vues à cause de la pénombre. Non ? Je propose un premier tour, dans l'ordre que vous voulez. Alors, je réponds peut-être à la première question. Donc, merci pour la question. C'est une question qui est souvent posée, en fait, quand on explique le système suisse quelque part à l'étranger. Pour vous répondre à la question de savoir si la participation peut contribuer à la pacification des rapports sociaux, je pense que oui. Il y a des recherches sur les mouvements sociaux, par exemple en Suisse, qui montrent que les mouvements sociaux qui sont peut-être qui défendent des causes similaires que des mouvements sociaux dans d'autres contextes nationaux adoptent des répertoires d'action plus pacifiques en Suisse et plus, si vous voulez, à l'intérieur canalisés par les institutions. Pour reprendre l'exemple des Gilets jaunes, c'était, si on veut, comparable à l'opposition contre notre loi CO2. Hein. C'était une opposition qui était dirigée contre des taxes supplémentaires sur le carburant, si j'ai bien compris l'initial, disons, le déclencheur initial. Alors, en Suisse, il suffit de récolter les signatures. Il n'y a pas besoin d'aller voter. Pas besoin de jeter des pierres ou d'incendier le mobilier urbain pour faire valoir sa position. En l'occurrence, ça a même été une position majoritaire, comme on l'a vu dans le résultat de ce vote il y a 2 ans sur la loi CO2. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que c'est possible seulement dans le contexte de, comme vous l'appelez, mœurs qui sont pacifiques? Je ne suis pas sûr. Si on regarde le développement des instruments de participation à travers le temps, il faut quand même savoir qu'au moment de leur introduction, donc on parle du fin du 19e siècle, en Suisse, on était loin d'une société pacifiée et consensuelle qu'on connaît aujourd'hui. Au contraire, les instruments de participation comme le référendum facultatif ont été introduits tout d'abord au niveau cantonal. Le premier canton était le canton de Saint-Gall. C'était une quasi-guerre civile qui était en place là. C'était le Parlement du canton, le Grand Conseil en l'occurrence, qui voulait décider certaines lois
en dehors, il y a une émeute de paysans qui menaçaient les députés de les tabasser s'ils votaient cette loi. Donc l'introduction d'un veto populaire institutionnalisé, c'était en quelque sorte une concession faite par l'élite politique contre cette opposition populaire. On était très loin donc d'une relation aussi pacifique, si vous voulez, qu'on connaît aujourd'hui. Et ça me permet aussi de répondre à la question qui a été posée par le monsieur concernant le contre-projet et cette logique-là. En fait, la politique nationale en Suisse, elle est aujourd'hui caractérisée par nombre de mécanismes qui permettent en fait de consulter les forces dont on sait qu'ils sont capables de lancer un référendum et de le gagner. Avant qu'une loi est envoyée au Parlement ou soumise au Parlement par le gouvernement, elle est envoyée à toute une série d'associations, de partis, de groupes d'intérêt pour leur poser la question: qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que c'est OK si on vote cette loi au Parlement ou pas ? Et certaines associations, par exemple, disent non, nous, alors si vous votez cette loi comme ça, on va saisir le référendum. Donc du coup, avant même que la loi est débattue par le Parlement, le gouvernement, il prend en compte, si vous voulez, les menaces de référendum contre la loi. Et ce qui apparaît aujourd'hui comme une espèce de machine à consulter bien huilée, elle a émergé dans des décennies en fait de pratiques politiques et aussi de grands échecs du gouvernement dans des situations de référendum. Tout de suite après l'introduction du référendum à la fin du XIXe siècle, 10% seulement des lois qui étaient soumises au référendum facultatif ont été acceptées par le peuple. Aujourd'hui, on en est à 2/3. Donc pour vous montrer que apparemment, cette machine à consultation bien huilée, elle a commencé à se mettre en place seulement après un certain temps. Donc c'est une institutionnalisation aussi de la réaction, si vous voulez, face à la menace référendaire. Voilà, donc c'était pratique, peut-être aussi informelle, hein, elle a été seulement récemment codifiée dans une loi sur la consultation, mais avant les années 90, je pense que c'est à ça que vous vous référez, la pratique de consultation du gouvernement national existait au niveau informel et ça marchait assez bien après une assez longue période d'essai, si on peut dire. Donc, du coup, pour vous montrer que ce n'est pas des mœurs immuables qui existent, mais qui ont émergé au fil du temps. Ouais, bon, d'accord. Alors, du coup, je vais prendre plutôt le parti de répondre à la question sur est-ce que le débat sur l'institutionnalisation, il est présent dans les institutions publiques? Et encore une fois, bon, évidemment, je serais tentée de dire ça dépend. Les contextes sont très importants. Qui sont nos interlocuteurs d'un point de vue politique, c'est aussi assez important parce que chaque parti, acteur politique ne se positionne pas nécessairement de la même façon sur notamment la participation plus informelle, qui est celle qui m'intéresse. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que ces initiatives, d'une certaine façon, remettent en question la capacité de régulation des institutions. Et donc, de façon globale, on peut dire qu'elles commencent souvent à s'y intéresser parce qu'elles sont secouées dans leur fondation. Donc, à partir du moment où on remet en question la capacité de régulation, bien, l'État se dit « Oh, attention, il faut que je régule. Il faut que je trouve des manières d'encadrer cette pratique, etc. » L'ambiguïté ici, le paradoxe ici, c'est que ça vient en parallèle avec une logique de déresponsabilisation. Hein, parce que par l'initiative citoyenne, il y a des choses qui se passent. Il y a concrètement des espaces qui se créent, des lieux de rencontre qui se développent, l'espace public s'organise, devient plus beau, s'embellit, permet la redistribution alimentaire, etc. Et donc, il y a dans un contexte d'austérité où on n'a pas nécessairement les moyens ou la capacité ou la volonté même de mettre les ressources nécessaires. Donc, il y a comme ce paradoxe-là entre
on veut réguler, mais en même temps, il y a une forme de déresponsabilisation. Donc, on appuie tacitement, ou enfin, on tolère ces initiatives citoyennes qui, d'une certaine façon, nous arrangent dans une certaine mesure, évidemment. Donc, je dirais que oui, ce débat-là est présent et on voit de plus en plus, par exemple, des lois, des règlements sur l'agriculture urbaine qui vont être mis en place par les municipalités pour encadrer les pratiques, mais en conservant une forme de marge de manœuvre quand même pour l'action citoyenne et surtout pour l'organisation de l'action citoyenne, comment ils s'organisent localement, comment ils s'organisent à l'intérieur de chacun des collectifs. Ça, c'est quelque chose qui est relativement peu discuté au sein des institutions. J'embraye alors, et pour revenir sur la première question, est-ce que l'Assemblée délibérative, l'Assemblée permanente peut être un bon outil par rapport à une pacification ou au contraire, est-ce que ça va exacerber les tensions? C'est clair qu'en temps zéro, l'Assemblée permanente ou l'Assemblée délibérative ne sera pas utile. Et donc, s'il y a guerre civile, elle ne va rien y faire et ne permettra pas d'aller chercher quelconque adhésion. Certaines personnes, et notamment dans le monde politique, pourraient y croire, notamment sur les questions un peu de gestion de pandémie. Est-ce que finalement on ne devrait pas... Et là, ça permet de faire le lien avec la question de Pierre-Étienne par rapport au nombre de personnes, en fait. Et je crois que c'est ça la grande difficulté, c'est que d'un mini-public, plus ou moins large, on ne sera jamais sur le maxi-public. Et donc là, il y a une tension d'une certaine façon un peu irréductible, puisqu'il y a processus de délibération dans le mini-public qu'il n'y a pas dans le maxi-public. Et comment est-ce qu'on fait pour alimenter? Mais par contre, sur cette question de la pacification, je pense que l'Assemblée permanente peut, en fait, en temps plus 1, en temps plus 2, commencer à désamorcer, donc d'être en amont d'une certaine façon d'une tension, plutôt que d'être une solution, en disant plutôt avoir un débat organisé que de ne pas avoir de débat du tout, même si ça ne suffira peut-être pas. Et donc ça, c'est un enjeu. Mais, et là on retombe sur la question de Pierre-Étienne, en communauté germanophone, donc est une petite communauté, c'est une personne sur deux, grosso modo, qui est au courant du dispositif, donc c'est un verre à moitié vide ou à moitié plein, d'une certaine façon. Mais souvent, les personnes qui sont au courant ont un avis plutôt positif par rapport à ça. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que, et ça, c'est vu dans beaucoup d'autres pays, c'est que les personnes qui ne seraient plus finalement satisfaites du système tel qu'elles le connaissent vont être d'accord de tout, en fait, d'une certaine façon. À la fois les formes de technocratie, à la fois les formes de démocratie directe et à la fois les formes de participation citoyenne. Très concrètement, qu'est-ce qu'elles veulent? Ça reste à voir. Et c'est là où je pense que les assemblées permanentes ont ça de potentiel d'apprentissage, c'est qu'elles vont pouvoir le pratiquer. Et là, paradoxalement, c'est quelque chose d'un peu embêtant, c'est que pour que finalement ce soit connu, il faudrait tirer au sort un grand nombre de personnes. Et là, plus de personnes disent non, plus vous avez de chances de devoir tirer au sort beaucoup de monde. Et donc, est-ce que c'est bien que beaucoup de gens disent non parce que ça voudrait dire que vous allez tirer au sort plus de monde? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait que beaucoup de gens disent oui? Mais alors, le risque, c'est finalement que peu de gens soient au courant d'une certaine façon. Ce qui me permet d'arriver sur la question de Guillaume, dans laquelle la question de Patrice est aussi un peu liée. C'est est-ce qu'en Belgique, il y a un débat par rapport à ça? Un petit peu, puisqu'en tout cas, il y a des lois qui sont en discussion. Ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a un relativement grand consensus pour dire on va aller sur un aspect consultatif, ça vraiment, il y a quasi une unanimité, c'est sur l'aspect décisoire où là, il y a un vrai danger pour les partis. Et les partis, en fait, traditionnels sont pris en deux feux. D'un côté, des citoyens qui disent on veut plus, et de l'autre, en fait, des partis plus radicaux, de gauche et de droite, qui disent « nous aussi, on veut plus » d'une certaine façon. Et donc là, ils sont un peu pris. Et donc, on voit que les formes, finalement, d'assemblée permanente sont, d'une certaine façon, une réponse à ça, mais qui ne sont peut-être pas assez radicales que pour pouvoir réellement répondre aux problèmes. Et donc là, il y a un enjeu par rapport à ça. Et la réponse belge typique, sur cette loi Saint-Nicolas, donc celle du 6 décembre, pour autant qu'elle soit votée, on voit en fait que les partis ne décident pas d'une certaine façon. Ils disent à la fois on peut imaginer des panels citoyens, à la fois on peut imaginer des commissions mixtes. Et c'est une façon de dire on avance, mais on ne sait pas exactement vers où on veut aller. Bon, je vais faire un peu la voiture balai et m'occuper des questions qui n'ont pas été traitées, mais simplement dans la question de Théophile, il y avait deux dimensions. Il y avait la dimension contribution à la pacification sociale, puis il y avait la dimension aussi culture politique. Et effectivement, moi, je suis très méfiant à l'égard de cette idée selon laquelle on ne pourrait participer que dans des cultures et des contextes qui y sont favorables. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de continuer à réfléchir à la diffusion et à l'institutionnalisation de ces démarches si on considère que c'est perdu. Parce que, voilà, et le pari a toujours été le mien,
qui est de dire ce sont les institutions qui vont contribuer à transformer la culture politique. Hein. Donc c'est vraiment, bon, c'est un vieux débat de la philosophie politique, mais en tout cas, il y a un pari là fondamental. Autre remarque aussi, l'institutionnalisation, c'est l'inscription dans la durée, mais il y a aussi un temps long de l'institutionnalisation, c'est-à-dire que, grosso modo, on parle de choses, mais incroyablement récentes à l'échelle de l'histoire de nos institutions. Et la Suisse, grosso modo, l'état dans lequel... Alors, c'est pas une manière de se défausser, mais l'état actuel de la société suisse est le produit d'une histoire extrêmement longue. Et donc, du coup, voilà, il faut un petit peu sortir là de l'actualité pour y réfléchir. Sur est-ce que les partis politiques discutent de ça en France? Est-ce que ces dispositifs sont visibles en France? Je pense que ça, mais je l'ai déjà dit, la Convention citoyenne a quand même donné une visibilité. Les enquêtes qui avaient été réalisées, alors sur le moment, parce que ça peut régresser, c'est très intéressant, cette connaissance peut régresser dans l'opinion, mais les enquêtes d'opinion montrent que vraiment presque les 2/3 de la population avaient entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat. Donc il y a eu voilà, une visibilité peut-être brève, mais en tout cas de ce type d'innovation à ce moment-là. Est-ce que les partis politiques parlent de ça? Alors, je dirais deux choses. En France, il y a un parti qui a préempté cette question des institutions, qui est la France insoumise, et donc qui biaise d'un certain point de vue les prises de position des autres partis par rapport à cette question-là. Ce n'est pas une question qui est consensuelle d'un certain point de vue. C'est l'apanage, la 6e République, c'est désormais l'apanage de la France insoumise. Donc ça, c'est un élément de contexte. Et puis le deuxième élément qui est très important, les partis politiques, on en parle très peu. C'est très intéressant. Les gens qui travaillent sur des innovations politiques, jusqu'à très peu, ne parlaient pas du référendum et ne parlaient pas des partis politiques. C'est-à-dire que c'était comme si on pouvait raisonner indépendamment des partis politiques. Et ils ne peuvent pas, d'un certain point de vue, concéder, sauf s'ils sont en position ultra-minoritaire, ils ne peuvent pas concéder des espaces où ils disparaîtraient presque totalement. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a vraiment un conflit, c'est ce que j'essayais de dire dans mon introduction, même de manière maladroite, il y a un conflit vraiment entre la logique partisane et l'organisation du débat autour des tendances partisanes et la manière dont on voudrait organiser les débats dans des espaces fermés, indépendamment de toute structuration partisane, indépendamment, comme si on avait affaire à des individus qui n'étaient pas, d'un certain point de vue, pris dans soit des loyautés, soit sous une influence partisane. C'est totalement hétérodoxe par rapport à la manière dont fonctionne. Et donc, du coup, on a affaire à des produits, si on prend une analogie, des produits assez hors sol. Hein, la délibération dans les mini-publics, c'est quelque chose qui a été cultivé quand même hors sol. Et puis, quand ça arrive à l'air pur des institutions, ça se désagrège parce que c'est tellement hétéronome. Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est tellement hétéronome, c'est tellement différent. Ça repose sur et même sur un principe de production tellement différent que c'est extrêmement compliqué à faire accepter. Alors, deux dernières remarques et puis sur le référendum, la question de Patrice Mellet, plaider pour le référendum, mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'on a essayé avec d'autres de réfléchir à ce que pourrait être un référendum d'initiative citoyenne délibératif, c'est-à-dire à avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce qui apparaît le plus satisfaisant jusqu'à présent dans les expériences récentes de démocratie participative, c'est quand même les expériences qui ont articulé la délibération et le référendum. L'organisation d'un référendum ou une initiative citoyenne ne préjuge pas de l'existence d'une vraie délibération, mais si vous articulez les deux comme ça pourrait l'être, comme ça s'est fait en Oregon, hein, c'est une expérience qu'on n'a pas encore citée, mais le Citizen Initiative Review d'Oregon, là ça me paraît être une piste vraiment riche. Sur les contrats, je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez, les contrats participatifs, moi je connais beaucoup de chartes, mais qui, comme toutes les chartes,
chartes ont vocation à ne pas... une charte sans instance capable d'imposer le respect de la charte, c'est une charte qui ne compte pas d'un certain point de vue. C'est une charte qui flotte dans les airs. Et ces contrats comme ça, ces contrats qui sont passés, me semblent être d'une portée politique qui ne me paraît pas être suffisante pour pouvoir mais peut-être que vous parlez de choses qui sont beaucoup plus tangibles avec des engagements. En fait, les engagements des élus vis-à-vis des citoyens ne lient que ceux qui y croient, d'un certain point de vue, donc c'est un vrai problème. Merci. Nous sommes arrivés au bout. Alors, le problème, c'est que si on poursuit, en fait, on empiète sur ceux qui parleront après. Donc, évidemment, on va éviter de faire ça. Du coup, moi, je voudrais remercier nos intervenants. Je crois que ça montre qu'il y a encore à réfléchir sur ces questions d'institutions où on voit bien... je voudrais juste m'arrêter sur un mot qu'a évoqué Mine tout à l'heure, où tu as utilisé une expression en disant « jusqu'au moment où ça bascule ». Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien dans les prises de parole, il y a à la fois comment on pense les luttes d'institutions et les rapports entre les institutions dans cette phase de transformation. Et il y a aussi ce moment où on pense l'institutionnalisation sur le temps long, voire très long, des transformations des cultures politiques, à la fois des pratiques, des institutions, etc. Et donc la question est de savoir c'est à quel moment ça bascule et sous quelles conditions les rapports de force finalement peuvent-ils être transformés pour permettre une transformation profonde et pérenne de nos institutions démocratiques. Donc il y a clairement matière encore à réfléchir et à enquêter. Donc merci pour vos interventions, pour ces pistes, et puis on poursuit dans la journée.